Très heureux de vous savoir nombreux à suivre CML 13 télévision. Vous êtes sur le magazine Journal Hebdo. Journal Hebdo va résumer l'actualité de la semaine avec un invité de taille sur ce plateau de CML 13 télévision. Il s'agit de Monsieur India Omari Force. Et bienvenue. Bonjour Patrick. Pour la petite présentation, vous êtes Force India Omari, ancien directeur général de plusieurs entreprises de la République démocratique du Congo. Vous êtes aussi le doyen des communicateurs de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, Front commun pour le Congo, vous êtes membre du PPRD. Je voudrais tout de suite savoir, avant même que je n'ai commencé à faire recours aux éléments du journal Hebdo, je voudrais savoir, il s'agit là de quel PPRD? Parce que PPRD aujourd'hui semble être divisé. Il y a le PPRD Mosaïque qui se trouverait au niveau de l'Union sacrée et le PPRD El Ramazan Chadari. Vous vous situez à quel niveau? Bon, nous ne sommes pas un groupe de pression comme l'IDPS qui a commencé comme un mouvement, un groupe de pression et finalement qui n'a été reconnu par l'État qu'en 2012. Nous ne sommes pas un groupe de pression. Nous sommes un parti politique. Les statuts de notre parti politique se retrouvent au ministère de l'Intérieur. Nous avons et les statuts et le règlement intérieur. Donc nous sommes un parti complet. Et ce parti a un président national, parce que nous l'avons pratiquement révisé, nous avons révisé notre statut avant qu'on aille aux élections de 2018. Et en fait, écoutez, je ne connais pas qu'il y a un autre PPRD qui est au fait les ailes. Donc, Chadari n'est qu'un secrétaire permanent. Il a un rôle. Il n'a pas un PPRD à lui seul. Il est secrétaire permanent. C'est-à-dire, il a été désigné par le président national pour gérer au quotidien les partis politiques. Ce sont les règles, les us et coutumes des partis politiques. Nous, on ne peut pas abroger les us et coutumes des partis politiques. Je viens de vous dire la différence entre nous et l'IDPS. L'IDPS a commencé par un groupe de pression jusqu'à obtenir pratiquement sa légitimité en 2012 au travers le régime du président Kabila. Voilà. Très bien. Alors, ceux qui se revendiquent du PPRD, Mosaïque, sont-ils du PPRD ou ce sont là des fils égarés? Écoutez, moi je sais que Patrick Lokala, tu es d'abord félicitations pour ta brillante nomination et en fait élection comme vice-président au fait de l'INPC. Merci. De la province de Kinshasa. Donc tu es l'adjoint à mon ami Jean-Marie Kassamba. Donc j'ai toujours admiré votre intelligence, mais je voulais vous dire ceci que non. Et les pays, au fait, c'est comme si c'est la rue qui est en train de diriger l'élite que nous sommes. Beaucoup de gens ne font pas très attention sur les textes. Donc, c'est pour la première fois que j'entends qu'il y a un groupe ou parlementaire ou groupe qu'on appelle PPRD Mosaïque. Ça n'existe pas dans les textes, il faut vérifier. Le PPRD a ses groupes au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces groupes parlementaires sont divisés, sont subdivisés. Mais au fait, quand tu me parles de PPRD Mosaïque, et PPRD quoi? Non, oui, parce que vous êtes un intellectuel. Parce que vous êtes un intellectuel. Moi, je suis intellectuel, oui. Je suis basé sur les textes. C'est tout. C'est là qu'ils se sont présentés. C'est là qu'ils se sont présentés, Monsieur India Omari, au niveau de l'Union sacrée comme étant du PPRD. Je cite ici nommément Jean-Pierre Liaou. N'est-il pas du PPRD? A-t-il déjà quitté le PPRD? Et si il est allé à contre-courant de statuts et des textes légaux du parti, pourquoi n'a-t-il pas été radié du parti? Bon, écoutez, je salue et je souhaite bon dimanche à mon jeune frère qui est devenu aujourd'hui vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Un garçon que j'ai eu à voir parmi
mes jeunes frères que j'ai encadrés dans ce parti. Exactement. Oui, vous connaissez quelles sont les relations que j'avais avec Niao personnellement. Qui malheureusement aujourd'hui s'est présenté au nom du PPRD à l'Union Sacrée. La conséquence est qu'il a eu un poste ministériel, pas le moindre, vice-primature de la fonction publique. Bon, pourquoi le PPRD ne l'a-t-il pas radié? On va voir l'issue. Nous sommes un peu tolérants. En politique, il faut savoir aussi encaisser. Il a choisi, c'est comme nous disons dans les partis politiques, les devoirs et les obligations. Quand tu adhères dans un parti politique, tu es libre et tu es aussi libre de quitter. Mais le départ est conditionné par un acte qu'on appelle la démission. Donc, libéralement, vous dites non, ben, moi je démissionne pour aller faire autre chose. Mais à un certain moment, il faut éviter les ruses politiques parce que ça va vous affaiblir pour les seconds mandats. Oui, okay, les ruses politiques, c'est-à-dire tu acceptes de quitter un parti politique, mais tu te couvres à travers les règlements intérieurs, par exemple, de l'Assemblée nationale, où tu continues à dire que non, ben écoutez, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans ce pays, on est à la majorité présidentielle et on est au même moment. On appartient à un parti de l'opposition. On appartient à un parti de l'opposition. Et ce parti ne sanctionne pas. À l'époque, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi Lumumba, une fois qu'il y avait des égarements, des manquements, ne faisait que constater l'auto-exclusion. Pourquoi le PPRD ne peut-il pas le faire? Mais qu'est-ce qu'on a vu, on a connu plus tard? Badi Banga est toujours à l'UDPS. Je prends un exemple d'un jeune qui était sanctionné à l'époque au Collège La John. Il est aujourd'hui chargé d'études au bureau du vice-premier ministre et au vice-président de l'Assemblée nationale. Je peux vous en citer, il y a des cas sont légion. On va finir. Il faut éviter la tricherie. Moi, je crois que ces gens qui sont partis, bon ce jour-là où ils sont partis, mais je crois que non, ils vont tuer leur carrière. Très bien, ils vont tuer leur carrière. Donc ils vont s'effacer en 2023 parce que ça ne sera plus les mêmes privilèges qu'ils ont eu pendant les autres années. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Tous ceux qui nous ont quittés, ils ne font pas de la performance aujourd'hui dans leur charge actuelle. Ils sont moins performants par rapport quand ils étaient avec nous. Donc on ne sait pas. Vous vous en félicitez. Alors, je vais vous poser des toutes petites questions pour clôturer définitivement les dossiers PPRD. Comment va Joseph Kabila aujourd'hui? Il va très bien. Il va très bien. Il est très requinqué. Il continue à lire beaucoup. Il est toujours le président du PPRD? Pardon? Il est toujours le président du PPRD. Mais il n'a jamais quitté le PPRD. Est-ce qu'il joue convenablement son rôle de président? De quoi? Du président du PPRD. Mais il est là, il est président. C'est pas un rôle apparent? C'est-à-dire quoi? Vous l'avez demandé de se mettre un peu à l'écart par rapport au... Je crois que non, c'est important. Vous lui avez... Je crois que non, l'IDPS et les autres sollicités qu'il prend quand même un peu de recul. Mais pourquoi le recul vous dérange aujourd'hui? Très bien. Le fait qu'il a pris un temps de recul commence à gêner. Kabila ne parlera que si il y a quelque chose de plus important. Ah oui, il est très discret, Joseph Kabila. On va ouvrir ce journal hebdo avec une triste nouvelle, vous le savez bien. Les réactions fusent de partout dans la toile, tout comme au niveau de la classe politique congolaise au sujet du décès de Gabriel Kyungu Wakumwaza, décès qui est intervenu le samedi dernier à Luanda, capitale angolaise, où il s'y était rendu pour des soins appropriés. Je vous laisse suivre cet élément réalisé par Tania Mouwali. C'est à travers un communiqué de l'UNAFEC que l'information au sujet de la disparition de l'honorable Kyungu a été rendue publique. Un coup dur pour tous, mais beaucoup plus pour les acteurs politiques congolais qui n'ont pas manqué de réagir. La toile s'est véritablement emballée avec plusieurs messages de condoléances.
Le numéro 1 des Congolais, le président Félix Tshisekedi, salue la mémoire d'un homme dont l'héritage politique s'étend au niveau national et exprime toute sa compassion à la famille biologique de l'illustre disparu, à ses proches, ainsi qu'aux militants de son parti politique. Pour sa part, Jean-Marc Kaboun, président ad intérim de l'UDPS, parle d'une grande perte dans son compte Twitter en ces mots. C'est avec consternation que je viens d'apprendre la nouvelle du décès du président Gabriel Kyungu, une grande perte pour le pays. Je salue la mémoire de l'un des fondateurs de l'UDPS, un homme qui a marqué l'histoire politique de notre pays par son courage exceptionnel. Martin Fayoulou, patron de l'ECD, pleure le décès de l'honorable Gabriel Kyungu et présente ses très sincères condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique. Paix à son âme. Dans cette avalanche de réactions, le président d'Ensemble pour la République Moïse Katumbi s'exprime en ces termes, je cite. Le cœur vaillant de la sentinelle du Katanga s'est arrêté de battre. Baba Kyungu était un grand frère et ami. Monstre sacré de la politique, nous conserverons de lui le souvenir de son franc-parler dont son départ nous laisse inconsolables. Mes condoléances à sa famille. Fin de citation. Et pour finir ces lots de réactions, Steve Mbikai, ancien ministre des Lessus, de son côté, renchérit en ce sens. La mort exige de faire abstraction des défauts de ceux qui nous quittent. S'il est malsain de parler du mal d'un mort, quels que soient ses défauts ou le préjudice causé à autrui dès son vivant, il est aussi hypocrite pour un juif de louer les qualités d'Hitler après sa mort. Ainsi, c'est donc Gabriel Kyungu qui termine son destin à l'intervalle d'une semaine seulement après le décès de son fils, le samedi 14 août courant. Voilà, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, India force au mari. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous retenez de Gabriel Kyungu Akumwanza? Je rappelle ici qu'il était l'un des 13 parlementaires, il était président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, PCA de son État. Il s'est en allé, il s'est écroulé au niveau de Luanda en Angola. Vous, personnellement, venez de suivre les réactions des hommes politiques de la présidence à la coalition de la Mouka, tout comme au FCC. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous retenez de Gabriel Kyungu Wakumwanza? D'abord, paix à son âme, c'est un papa à qui j'avais beaucoup d'estime et de considération aussi. Il avait aussi même moi, parce que j'ai fui un des amis de ses fils. D'ailleurs, c'est lui qui vient de mourir, qui l'a précédé avant, était un ami à moi. Donc c'est un papa. Vous étiez proche à la famille, Kyungu? En fait, j'étais ami. Proche à la famille, c'est beaucoup dire. Ami de l'un de ses fils. Oui, voilà. En fait, l'un de ses deux fils, en fait, que Dieu a retiré. Mais nous, on est parti étudier à l'université de Lubumbashi. On a un passé pratiquement avec l'IFERI, donc d'abord avec l'IDPS. Si je suis arrivé à vous dire que non, un mouvement de pression, vous venez de renchérir qu'il était parmi les 13 parlementaires, c'était la pression. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'IDPS, quand l'IDPS était encore dans les mains de Kibasa Maliba et paix à son âme aussi, c'était un mouvement de pression. Donc, tout ce que nous faisions, même à l'époque, avec les phénomènes de Titimboka et tout ça, c'était des mouvements de pression. Il y avait un certain nombre de choses. L'agrément était encore difficile à l'époque pour que nous, qu'on quitte du mouvement de pression vers les partis politiques. Donc, l'IDPS aujourd'hui peut se frotter les bras et les mains pour dire merci au président Kabila pour avoir pratiquement l'essence de pouvoir fonctionner en toute liberté d'une manière démocratique. Donc, à ce qui concerne, je l'ai dit tout à l'heure, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. En fait, Baba, que nous appelions à l'époque Baba Kyungu, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été admiré par les Katangais. Vous savez, je ne suis pas Katangais, mais je suis proche des Katangais. C'est les Katanga qui a fait de moi ce que je suis. C'est arrivé, c'est l'ère université qui a
l'université de la RDC. De la RDC, qui est la première université élitiste où les critères, c'est l'université qui est acceptée au niveau de l'Afrique, au niveau d'abord de l'Afrique centrale et au niveau de toute l'Afrique. Elle est parmi les grandes universités élitistes du continent, avec un certain critérium où vous allez voir sur les plans, si vous allez trouver de grandes thèses qui sont publiées dans les revues internationales. C'est l'université de Lubumbashi, la seule qui est aujourd'hui dans les critériums des universités, des grandes universités en Afrique. Donc, j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup d'honneur, en fait, beaucoup de chagrin aussi, parce qu'on a perdu quand même quelqu'un qui était important dans le cercle katangais, dans le jeu et les enjeux katangais. Donc, en fait, je ne peux que aller vers cette famille pour présenter pratiquement vos condoléances les plus attristées. Et je souhaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nos ancêtres, que cette terre lui soit douce, terre de nos ancêtres, lui soit douce et légère. Merci. Il est mort après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Nous nous rappelons les déclarations qu'il avait tenues juste après l'élection de Tshisekedi. Vous pensez que son amour excessif pour le Katanga est une tache d'huile qui a finalement sali sa chemise blanche? Non, je n'entre pas dans les polémiques. Moi-même, j'étais il n'y a pas longtemps où on a fait une tournée avec le président Kabila à Kolwezi et dans les Hauts-Katanga. J'ai été là à l'hôtel. Parmi les gens à qui il avait demandé dans son speech, en fait, vous savez, la politique aussi exige les humours. Un homme politique, tous les grands hommes politiques du monde, quand vous les observez, ils ont l'humour dans leur manière d'agir. Donc, je sais que en Sciences Po, les faits anodins, on tient compte des faits anodins, mais pour nous, au niveau du PPRD ou du FCC, nous disons, écoutez, il faut à un certain moment encaisser beaucoup, il faut prendre les réserves, prendre les reculs sur un certain nombre de choses. On ne peut pas parler du mal d'une Ça, c'est la philosophie bantou. Oui, d'une personnalité comme Baba Kyungu, Baba Kyungu aujourd'hui. Je crois que nous, au niveau de l'autorité morale qui avait déjà adressé un message de condoléances, le président Kabila a son papa à qui il avait beaucoup de considération, et nous nous inclinons, nous rejoignons pratiquement l'adresse du président national qui est le président Kabila et président honoré de la République démocratique du Congo et sénateur. Voilà, on va quitter cette page noire pour cette fois-là prendre la politique à proprement parler. Ça va faire exactement 100 jours et quelques semaines depuis que le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a été investi par l'Assemblée nationale. Si pour les uns, le bilan est largement positif, les autres, bien au contraire, pensent que le bilan du gouvernement Sama Lukonde n'est pas positif et que ce gouvernement n'a pas encore répondu aux attentes de la population. C'est le cas de Maître Jeannot Lompepe, cadre du Front commun pour le Congo FCC en sigle de Joseph Kabila, qui n'a pas été très tendre envers Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire, dont il juge inefficace. Suivez ces propos au micro de Nonon Kourou et Aristote Kabouya. Bientôt là, 4 mois, il n'y a pas assez d'action. C'est pour cette raison que nous, tout à l'heure à l'émission, je demandais au ministre, M. Guy Luando, de voir s'il ne méritait pas se placer là. Parce que vous savez que lorsqu'il n'était pas encore membre du gouvernement, avec sa fondation OIDEL, il était un artiste social, mon cher ami. Mais depuis qu'il est entré au sein du gouvernement, on ne sait absolument rien du tout. Il n'y a aucune vision dans son ministère, là, mon cher ami. Et pourtant, c'était un grand ministère. C'est un grand ministère où il y a beaucoup d'investisseurs. Il suffit seulement avoir l'esprit managériel, mon cher ami. L'esprit de booster les choses.
Je crois que c'est un ministère où notre pays pouvait aller directement de l'avant. Mais regardez comment le monsieur gère ça, mon cher ami. Je prends le cas récemment ici, ce qui s'est passé au niveau de Goma, mon cher ami. Vous rappelez-vous que non, il y a eu les vents apportés, les maisons construites, mon cher ami. Sous sa bénédiction, il était que ministre de l'aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, il est à que monsieur le président de la République puisse revoir d'abord son gouvernement. Parce que le peuple congolais a besoin des actions, a besoin des réalités et des concrets. Et non des promesses. Vous voyez, mais depuis que M. Guy Luando est là, mon cher ami, on ne sait rien du tout. Il n'y a pas une politique publique. Dans son secteur, mon cher ami, il n'y a rien. Il est plutôt dans les shows, dans les photos, et pourtant, il est dans les grands ministères. Vous avez suivi tout à l'heure la réaction de Maître Jeannot Lompepe qui a fusillé quasiment le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando. J'aimerais que vous réagissiez, mais en même temps, vous allez faire la lecture de 100 jours et quelques semaines du gouvernement Sama Lukonde Kyenge par rapport à la résolution de problèmes auxquels le peuple est confronté. Je me trouve entre les marteaux et l'enclume parce que ce soit le ministre d'État Guy Luando, c'est un jeune frère que j'ai intelligent, il était avec... Vous le respectez beaucoup. Mais là, nous parlons État, nous parlons République. C'est ça. Voilà. Je suis en train de... C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il était avec un autre qui était plus intelligent, en fait, Maître Tete Kaboué. Paix à son âme qui s'est en allé à fleur d'âge. Jeannot Lompepe, c'est un autre jeune frère que nous avions encadré, un garçon très intelligent. Et je crois que non, le problème ici, c'est pas prendre des éléments, c'est un problème global. Il faut partir par des faits. Vous savez, Kabila a laissé pratiquement un budget de 6 milliards, plus de 6 milliards. Mais aujourd'hui, nous avons régressé jusqu'à un budget de 3 milliards 300. Et ceux qui sont en train de s'aventurer pour venir dire que non, le bilan est positif, ils s'aventurent sur quelle plaque, sur base de quoi? Parce que économiquement, au fait, Kabila laisse, en fait, je vais aller rapidement, hein, et Matata laisse les dollars à 93, il laisse la possibilité à Badibanga. Badibanga prend des dollars à 93, il va à 15, 153. Et Tchibala prend de 153 à 161. Et l'autre qui vient juste avec Tchibala, il les récupère. C'est pas l'autre, c'est le Premier ministre Sylvestre Ilunga Kamba du FCC. Non, attendez. Je suis en train de parler du régime. Ce sont là des faits. Je parle du régime. Le Premier ministre n'est que coordonnateur des actions du gouvernement. Il n'a pas un portefeuille. Mais c'est lui-là que vous citez après Tchibala est du FCC. Je suis en train d'aller. Je suis en train d'aller. Il récupère jusqu'à 2000. Aujourd'hui, nous sommes aux environs de 21. Il a laissé en 2000, donc en 19. Aujourd'hui, nous sommes en 21. Donc, à peu près. Mais nous sommes en train d'aller vers la chute. Donc, il n'y a rien d'évolution positive. Comment, en fait, le Premier ministre aujourd'hui peut faire des déclarations dans ce... Je donne un autre exemple, si vous voulez, sur le plan intérieur. Vous êtes libéré, allez-y. L'insécurité est généralisée aujourd'hui. On parlait moins en moins des colonna, des phénomènes colonna. Sur ce secteur, je veux vous rappeler que les services nationaux dirigés par le général Kassongo Kamui fait du travail. On est en train pratiquement de former ces jeunes gens délinquants qu'on appelle communément Kuluna. Ils sont à Kanyamaka-Sissé pour apprendre et produire. Vous n'allez pas dire qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Il y a quand même des efforts qui sont fournis dans ce secteur. Écoutez, tu es en face d'un praticien. Tu n'es pas en face de quelqu'un qui est dans l'aléatoire. Tu es en face d'un praticien. Tu as suivi les discours d'un ministre warrior qui est en charge des droits humains, qui a déploré les conditions des arrestations. Regardez les films aujourd'hui de tout ce qui se passe. Est-ce que ces gens-là qui quittent Kinshasa, qui vont à Kanyamaka, ce sont
Est-ce qu'ils sont pris dans des conditions humaines? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le problème, c'est que c'est bien, c'est beau bien. C'est ici où, à un certain moment, nos ONG des droits de l'homme devaient de plus en plus commencer à broder sur ce genre de problèmes. C'est beau bien d'amener tous ces gens-là pour... Est-ce que... J'ai appris même que non, il y a certains, une centaine qui a fui. Donc, il ne faut pas que les gens aillent là-bas parce qu'on veut les restreindre de leur liberté. Mais il faut qu'ils aillent là-bas pour apprendre un métier afin que ces gens-là viennent s'insérer dans la société. C'est-à-dire qu'ils reviennent. Ce sont des efforts à saluer. Attendez. Même si, d'une part... Attendez. Mais ça produit quoi? Les efforts, ça produit quoi? Il faut savoir les conditions. Moi, quand je vois ce qui se passe actuellement, quand les policiers arrêtent les gens, dans les conditions inhumaines, les vidéos circulent. Et nous sommes un pays... la torture dans ces pays est condamnable. L'exemple ne devrait pas venir de vous parce que vous avez, sous votre régime, l'opération Likofi qui a été aussi décriée. Est-ce que les arrestations pour amener les gens à Kanyamaka ne sont pas mieux que l'opération Likofi dont on a décrié tout ça? Je n'ai pas encore parlé du régime. Et je ne condamne pas. Mais j'ai dit qu'on peut améliorer. Quand on vient au pouvoir, c'est pour changer, c'est pour modifier, c'est pour mettre en place un système politique capable de faire adhérer tout le monde, avec des structures, une structure économique, une structure sociale, une structure politique, capable de faire adhérer les gens. Mais quand vous venez, vous avez promis aux gens que je vais améliorer la gouvernance politique, sociale, économique. Et tout, et j'en passe. Vous venez encore faire pire que les autres qui étaient en train de faire. À quoi bon? Et vous ne voulez pas que nous puissions vous dire la vérité, que non, vous êtes venus tromper la population pour vous élire à cause... vous êtes basé sur les mensonges, mais dans la pratique, c'est autre chose. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Chers amis, allons sur le plan diplomatique. Regarde tout ce qui est en train de faire, de se passer. Vous arrivez avec une section des Américains. Je ne sais pas, sans l'aval du Sénat américain. Je ne sais pas si ce sont les Mercenaires ou quoi. Bon, je crois que tout au long de ce journal, nous allons revenir au plan sécuritaire. Non, attends. Ça, j'étais en train de dire, bon, je ne peux pas aborder les plans sécuritaires. Je vais aller aborder le plan diplomatique. Oui. Il y a un échec. Vous avez signé des contrats en Égypte pour plus de 400 millions. Pour cette affaire, les phénomènes de tous les gelous, Tchilé-Gelou. Oui. Qui signifie exemple. Mais, qui signifie... exemple. Exemple. Tchilé-Gelou, c'est en Chilouba. Oui. Et ça signifie exemple. Je connais, vous êtes vice-président. Je connais que non, vous êtes parmi les journalistes engagés. Journalistes d'investigation. Quel est l'exemple de Tchilé-Gelou dans ce pays depuis que cette histoire... Vous savez, on a fait sortir combien d'argent au trésor, compte du trésor? On a fait sortir combien? Combien d'argent au compte du trésor pour arriver? Aujourd'hui, on m'apprend même qu'ils sont allés prendre dans la caisse du FPI. Or, les fonds de promotion de l'industrie n'a pas comme objectif d'aller construire les écoles et les hôpitaux. Ils financent l'industrie. Ils ne financent pas les... Pourquoi ils ne sont pas allés au FCR, Fonds social Ils vont aller... Mais vous ne savez pas quand moi je serai IGF en 2024, parce que je le serai. Ah, vous voulez gérer l'IGF en 2024? Oui. Avec Félix Tshisekedi? Pardon? Avec Félix Tshisekedi comme président. Mais écoutez, cher ami, les sénateurs à vie de 2004 est déjà connu. C'est au travers le bilan. C'est au travers le bilan. C'est qui le sénateur de 2024? Vous ne voyez pas, vous ne circulez pas dans les marchés, dans la cité pour essayer de peser, de jauger ce qui se passe. Très bien. Alors, par rapport aux conditions, c'est-à-dire que non, au fait, je voudrais aborder avec vous la situation sociale. Bon, parce que tu ne m'as pas laissé le temps. Allez-y rapidement. Sur le plan économique, allez-y rapidement. Il y a un chaos. Okay. Il n'y a pas longtemps que j'avais dit qu'il y aura rétropédalage sur cette histoire de baisse. Je suis tout à fait d'accord comme Congolais.
qu'on baisse les chinchards, les même, billets, tout ça. C'était quand même une mesure salvatrice. Non, on n'impose pas. Une mesure salvatrice, par exemple pour les surgelés, ça devait se faire quoi? On prend 80 000, par exemple, 80 millions de dollars. Au lieu de les dilapider comme ils sont en train de faire actuellement, on crée une joint venture. Et cette joint venture-là, ça doit devenir une société de distribution pour équilibrer. Et on pourrait créer une autre, par exemple, une inspection générale économique. Vous savez, nous avons une inspection générale des finances, il nous faut créer une inspection générale du budget. Oui. Il faut aussi des services de structure de non, mais c'est sûr, quand on crée les structures à la présidence, depuis qu'on a créé les structures pour les créer. Mais il y a une agence, écoutez, il y a une agence, c'est pas de régulation de l'électricité, avec une dame qui est venue des États-Unis ou quoi, tout ça. Cette agence fait quoi? Allez-y rapidement avec vos structures. Elle régule quoi? Comme ça, on va parce que ça fait combien de temps au moins en Bala, il n'y a pas d'électricité. Et chose à Mongafula. Elle régule quoi? Donc, en fait, c'est pour vous dire c'est que non, rien ne marche. Sur le plan économique, on devait. Moi, c'était. Vous dites que non, nous sommes opposants, on ne propose pas. Si on mettait une joint venture pour équilibrer, on devait trouver une solution. Vous voulez imposer aux gens qui sont ici, qui vont. Le rôle d'un homme d'affaires ou d'un commerçant, c'est de gagner. Ce n'est pas de perdre. Et si vous voulez équilibrer, parce que l'État ne fait pas un travail, ces commerçants-là ne font pas un travail de la philanthropie. Ils sont en train à la recherche d'un gain. Mais l'État peut financer avec un commerçant et une joint venture. Et on met en place. Et on met une structure économique qui sera capable de faire les contrôles pour équilibrer. Cette structure doit s'étendre même dans les villages pour que le prix soit identique. Le ministre de l'économie qui est en train de me suivre actuellement, voilà la manière de pouvoir gagner et équilibrer des mois et des mois, sans perturbation. Deuxièmement, pour cette histoire de billets, vous n'avez que 2 sociétés d'aviation. Avec combien de flottes et combien d'avions? Tu t'imagines? Même Jackie Chan n'a jamais fait ça. On en vient un avion qui est en panne à Lubumbashi avec il y a un motard, un wewa. Il y a une collision entre un avion et un cycliste. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà. Même les gens là qui ont fait les exploits avec les motos n'ont jamais fait des choses comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les sociétés d'aviation sont en train de faire des spéculations. Maintenant, ils sont en train de bloquer les avions au sol à cause des mesures impopulaires. Très bien. Vous savez, on a attiré l'attention au ministre que les décisions qu'on a apportées au gouvernement, ça risque, parce qu'il est en face, il fait une guerre avec les rentiers. Et les rentiers ne pardonnent pas. Et pour contourner les rentiers, il faut. Tu as vu aujourd'hui Air France, c'est 3. Il vient d'arrêter les vols tous les jours. Maintenant, ça fait 3 fois. Il vole 3 fois par semaine. Vous êtes au courant de ça, de cette mesure. Donc, écoutez, c'est bien. Au début, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont fait descendre les prix, mais au niveau des frais, parfois c'est 10 kilos, parfois c'est 20 kilos, parfois des 15 kilos. Tu as appris ça. Jusqu'à tel point, le ministre a encore grondé, il faisait un peu de manœuvre, tout ça, jusqu'à arriver aujourd'hui que non, il y a certaines lignes qui ne sont plus, certains routings qui ne sont plus exploités aujourd'hui par CAA et les autres. Très bien. Donc, alors, faisons très attention. Nous n'avons qu'aujourd'hui 6 sociétés d'aviation, c'est-à-dire 2 qui sont pour les voyageurs et 4 qui sont des fret et qui commencent à nous jouer à un certain moment. Et puis de 2, de 3, c'est le carburant. Est-ce que le gouvernement a répondu valablement par rapport au carburant, à l'approvisionnement? Vous allez voir bientôt des sociétés comme Total, ils vont commencer à faire des manœuvres. Oh non, ils ferment parce qu'ils veulent réhabiliter des tanks, tout ça. Nous avons déjà un cas sur 24.
Cette station est fermée sur 24 boulevards. Elle est fermée pour dire que non, bon, c'est la réhabilitation. Mais ce sont les manœuvres. Ça devait se préparer. On ne fait pas des choses à la hâte pour plaire aux citoyens que nous sommes. Non. Effectivement, on doit engager les réformes. On ne peut pas faire des choses comme ça dans la précipitation, prendre des mesures sans réforme. Ce n'est pas un État. Il y a urgence quand même de prendre certaines mesures. Non, il faut les prendre avec un petit soulagement à la population qui est souffrante. Chers frères, ce qui était plus important, c'était d'engager la RDC dans la voie des réformes. Ok, c'est ça. C'est-à-dire que non, depuis qu'ils ont fait les coups d'État institutionnels, c'est-à-dire, ils ont commencé par... Quand on vous a mis de côté, vous appelez ça coup d'État? Non, c'est un coup d'État institutionnel. Ça a commencé avec la justice. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons 11 juges. Légitimement, nous avons 11 juges. Ce mouvement-là est parti de la justice, donc cours et tribunaux, et ils ont même nommé les magistrats. On a vu un procureur général qui était le président du Conseil supérieur de la magistrature, chose qui n'existait pas. Un procureur général qui, au moment où il y avait un président intérimaire de la Cour des cours constitutionnelles, mais le procureur général était président du Conseil supérieur de la magistrature, chose qui n'a jamais existé dans le monde. Merci beaucoup. Oui, et on a nommé les magistrats, et ce mouvement est parti de là vers l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale vers le Sénat, du Sénat vers le gouvernement. Et aujourd'hui, ce mouvement est en train de s'intensifier à travers les provinces. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas un coup d'entendement de quelqu'un qui a été mis de côté sans effusion de sang. C'est ce qu'on dit à l'IMT, par exemple. On vous a écarté de la plus bonne manière sous l'accompagnement de la population qui en avait marre avec le système Kabila. Non, je vais vous dire une chose. Vous savez, Kabila est génie. Kabila n'a jamais voulu le sang dans ce pays. Il n'a voulu jamais la brutalité dans ce pays. Très bien. Alors, il vous a évité dans beaucoup de choses. Attendez, l'Union africaine avait demandé, la France et les autres avaient demandé de ne pas proclamer les élections. Mais on a fait. Il y a eu proclamation. Alors, et il y a eu proclamation par la CENI. Il y a eu aussi la confirmation par la Cour constitutionnelle. On va évoluer. Il y a encore des questions brillantes qui nous attendent tout au long du développement de ces journaux hebdo de la semaine politique. Toujours le présidium de la coalition, Lamouka El Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou ont tenu une conférence de presse ce mardi 24 août. La question du blocage autour de la désignation du président de la commission électorale nationale indépendante a fait débat. Cette coalition politique projette une marche sur toute l'étendue du territoire national pour exiger la tenue effective des élections en 2023 et dire principalement non au glissement. Reportage de Marcelo Kalinda et Hervé Timba. Un mardi de grandes décisions au siège de Nouvel Élan où la plateforme Lamouka El Fayoulou était devant les chevaliers de la plume. D'abord, pour communiquer les résolutions de leur dernière réunion du Présidium sur la situation du pays de Lumumba. Monsieur Félix Tshisekedi prépare à la fois le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. Lamouka projette une marche dans les grandes villes du territoire national le mercredi 15 septembre 2021. Ainsi, Lamouka présentera le vendredi 3 septembre 2021 au CEPAS sa proposition de calendrier électoral pour les élections de 2023 et le vendredi 10 septembre, la même proposition de calendrier sera présentée à la communauté estudiantine au collège Boboto. Ensuite, en échange avec la presse, Adolphe Mouzitou, le coordonnateur en exercice de cette plateforme, précise quant à la question sur la controverse autour de la désignation des membres de la CENI. Notre problème, c'est le texte. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il suffit qu'on règle les problèmes des personnes au sein de l'institution CENI à la présidence. Nous nous disons non.
même si par miracle il venait à s'entendre, mais là où il y a une plaie, si on ne nettoie pas, si on ne met pas le médicament, si on se limite avec cette pluie-là de mettre une bande, ça va rebondir. De son côté, le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, pointe du doigt Félix Tshisekedi d'être la pièce moteur du blocage du processus électoral qui tourne en sa faveur. Frères et sœurs, regardez-moi. Je vous regarde, vous, yeux dans les yeux. Ce pays est en train d'être liquidé. Et les gens ont trouvé quelqu'un. Et je l'ai dit. Ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi. Les jours qui viennent annoncent des grands enjeux qui vont décorer la politique nationale. Voilà, dans le cadre des préparatifs de leur marche pacifique programmée pour la date du 15 septembre sur toute l'étendue du territoire national, le cadre de la coalition Lamuka ont été ce samedi dans une matinée politique au quartier 3 dans la commune de Massina. Prince Epenge a visiblement terrassé le secrétaire général de l'UDPS parti au pouvoir. Suivez cet élément de Nonon Koro. La réponse du berger à la bergère, les cadres de Lamuka ont répondu coup sur coup aux propos d'Augustin Kabouya sur la tenue de la marche de Lamuka du 15 septembre prochain pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Le président de l'ADD Congo, Prince Epenge, envoie un message de guerrier à Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a matin na balcon ya siège na bango ya deuxième Marie. Mokolo ya le 15, akomuna bolumbu ya nkomba ya liberté. Il semble être plus que motivé à manifester à tout prix. Les leaders de l'ECD ont promis de faire une tournée dans le Congo profond pour préparer les militants à manifester massivement à l'appel de leurs leaders Martin Fayulu et Adolphe Mozito. Voilà, des retours sur ce studio de journal hebdo où nous recevons M. India Omari Force. Merci beaucoup Merveille Vango Azer et Joël pour ces belles images. M. India Omari, la coalition Lamuka va marcher pour dire non au glissement, non à la fraude, non au report des élections. L'UDPS, parti au pouvoir, à travers son secrétaire général, M. Augustin Kabouya, est allé d'ailleurs répondre la coalition Lamuka pour dire la sortie médiatique de Martin Fayulu n'était que pour amuser la galerie. D'abord la réaction du CG, et est-ce que vous partagez les combats de Martin Fayulu et d'Adolphe Mozito, parce que vous êtes tous de l'opposition, par rapport à l'obtention des élections dans le délai fixé par la loi fondamentale? Non, mais le PPRD s'est prononcé au travers son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari. Nous, on ne s'inscrit pas dans les schémas actuels d'Mbosso. Citoyen Mbosso, on ne s'inscrit pas dans ces schémas. Nous avons refusé, ils nous ont produit une commission mixte, une commission IDPS au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une commission IDPS, une commission paritaire. Elle est composée de la majorité et de l'opposition. D'ailleurs, toute l'opposition ne veut pas participer à cette commission. Et deuxièmement, au niveau de la majorité, il y a déjà des groupes parlementaires importants, donc l'ensemble, qui ne souscrit pas à cette commission. Donc on ne peut pas parler d'une commission, même
et de la majorité parlementaire. On va parler d'une commission IDPS qui était dirigée par professeur Mbata. Donc, j'ai peur de cette marche parce que, au fait, on est en train de lancer des signaux. Et je crois que non, les citoyens Bosso... le président de l'Assemblée nationale. Oui, les citoyens Bosso, les citoyens Bosso devraient faire très attention au forcing. Et je crois que non, avec la sagesse du président de la République, je crois que nous dès son retour, et il va voir... vous comptez sur la bonne foi. J'ai dit, oui, parce que la politique, c'est l'art de la bonne foi. Et ce que dit Martin Fayulu, vous savez, ce que dit, excusez-moi de vous couper la parole, vous savez, vous risquerez de vous retrouver les 15 devant vous, il risque de se retrouver les 15 en face de toute la population. Il faut faire très attention, parce qu'il y a encore des gens qui ne se sont pas encore prononcés. Il risque de... pour la marche. Je dis ceci, jusque-là, moi, c'est pas moi, je ne suis pas PPRD, je n'engage pas les PPRD. Mais est-ce que c'est la seule personne qui engage les PPRD actuellement, c'est le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. La seule personne qui engage les FCC présentement, c'est le président du comité de crise, son excellence Raymond Tchibanda. C'est à eux, il faut aller leur tendre les micros. Mais voilà, en observant comme politique ce qui se disent à la cité, il faut que le politique comprenne, parce qu'il risque d'être en face de la population. Et c'est dangereux. Parce que quand vous allez à la cité, tout le monde n'est pas inscrit dans la logique du forcing actuel. Et ce qui risquerait de mettre en difficulté les gouvernants. Alors, je vais prendre cet élément. On garde toujours les mêmes sujets avec vous, Monsieur India Omari, Force, il est cadre au Front commun pour le Congo. Je rappelle, il est ancien directeur général de plusieurs entreprises en RDC. On va prendre cet élément, Merveille Vangou, le blocage du processus électoral par la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante qui devra succéder à Corneille Nangaa, arrivé au fin mandat. Moïse Monidela du CONADEC, parti politique proche de Moïse Katumbi, dit qu'ils ne vont pas envoyer leurs délégués à la CENI. Ce blocage est réel et continue toujours de persister. Merveille Vangou, juste cet élément et on revient commenter. Ce qui bloque, c'est ce qui bloque. Parce qu'il y a un blocage, il faut débloquer les blocages. Il y a ce qui bloque, et vous les connaissez. Ce qui bloque, c'est ceux qui veulent utiliser la CENI comme un instrument du pouvoir pour la conquête ou peut-être pour la consolidation du pouvoir ou la conservation du pouvoir. Alors que la CENI n'a pas vocation. La CENI, je peux donner une image d'un arbitre. L'arbitre ne doit pas être, ne doit pas venir d'une équipe. Non, l'arbitre doit être neutre. Et c'est pour ça, c'est une centrale, on parle de la neutralité. On parle même non seulement de la neutralité, il y a le devoir de décevoir ceux qui vous ont porté à la CENI. Il y a ces devoirs-là. Même si vous venez d'une composante, mais du moment où vous êtes à la CENI, vous ne devez plus appartenir à vos composantes et entités. Donc, ceux qui bloquent, c'est ceux qui ont la possibilité de bloquer. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont au pouvoir. On ne peut pas dire le contraire. Sinon, c'est là, au niveau du Parlement, du président du Parlement, qui est en train de bloquer. Et c'est clair, il n'y a pas de... Alors, pour débloquer, vous ne m'avez peut-être pas posé la question, au lieu que je me limite en disant qu'est-ce qui bloque, moi je préfère une piste de solution. Et la piste de solution, qu'on rentre à la table des négociations, qu'il puisse y avoir un consensus. Voilà, des retours sur ce plateau du journal Hebdo. Au regard des éléments sur table, l'opposition refuse d'envoyer les délégués. Il y a du tâtonnement par rapport à la désignation du successeur de Corneille Nangaa. Les églises ne s'attendent pas. Il y a incompréhension. Est-ce que le glissement est devenu inévitable? Écoutez, nous avons tous suivi les secrétaires généraux de la majorité présidentielle, de la famille présidentielle. En fait,
le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui répondait aux jeunes qu'il ne va pas s'atteler à répondre à des petits mesquins, mais au moment où le pays était en train de se diriger vers le chaos. Ça, c'est le secrétaire général de l'IDPS. Donc ça a attiré notre attention. Les pays étaient en train de se diriger vers le chaos. Et pourquoi le secrétaire général de l'IDPS aurait lâché cette petite phrase, qui est même au niveau politique, qui est une phrase plus importante. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était dans une réunion nocturne où il a des inquiétudes pour parler de ça? Et nous avons, dans les recherches que nous sommes en train de faire comme analyse, nous disons que nous devons faire très attention. Vous venez de voir, l'église catholique est l'église qui a la majorité. Ce n'est pas une histoire de 500 personnes à Lemba, où on utilise un apôtre, où on attise le feu. Non. On a utilisé certaines personnes qui sont parties où? Où est le vieux, mon pasteur Kankenza? Où est, il avait plus de gens possibles. Je peux vous donner quelques faits? Oui. Qu'est-ce qui a été fait lors du choix ou de la désignation de Rossard Malonda? Je vais en arriver. Même avant Malou s'était porté par son pasteur. Est-ce que ce n'est pas la même situation? Ce n'est pas la même chose. C'est pas le même tableau? Ce n'est pas la même chose. À quel niveau il y a la différence? Ce n'est pas, vous savez, parce qu'à l'époque aussi l'église catholique s'était rétractée. L'église catholique... Mais la majorité, représentée par Jeanne Mabunda au niveau de l'Assemblée nationale, avait entériné. Je vais te dire une chose. Je commence par les commencements. Nous sommes déjà à la aux quatrièmes élections. On a commencé avec Malou Malou. Malou Malou était soutenu par son évêque. Là, on connaît déjà. Oui, c'est l'église catholique. On est passé de Malou Malou au pasteur Mulunda. C'est l'église ECC. Et il est lui-même, pasteur Mulunda. Malou Malou était d'abord catholique et Malou Malou était abbé. Et Mulunda était pasteur et il était soutenu par son église. Rossard Malonda. On va. Non, je vais arriver. Actuellement, je parle du cas Denis. Tout le monde sait que non, Denis, son père, c'est un pasteur. Et nous sommes en train de vous poser la question. Denis n'a jamais été expert. Denis était observateur. Comme c'est le cas avec le vice-président Jean-Marc Kabound. Il est allé en Zambie observer les élections. Denis, avec son organisme, n'a jamais été expert du gouvernement envoyé pour aller dans l'assiette, l'assiette pour organiser, comme c'était le cas avec Malonda. Malonda était envoyé par notre gouvernement ici pour aller superviser les exécutions au Sud-Coréen, à la Corée du Sud et ailleurs. Les cas de Mirimo, les cas d'Albert, tout ça, ils étaient dans la centrale. Voilà. Ce sont des experts. Ici, Denis était observateur. Il était dans l'équipe de l'observation. Il n'a jamais travaillé à aucune centrale électorale en Afrique. Ça, c'est deux. Troisièmement, il s'est dit de l'église kimbanguiste. Parce que c'est l'église kimbanguiste qui pense les porter. Il a été baptisé dans quelle paroisse? En quelle année? Voilà là où nous disons ceci que non, outre l'intelligence, parce que la CENI, nous voulons la neutralité. Nous voulons l'intégrité. La personne qui va mieux organiser les élections pour que les élections soient transparentes, apaisées. Et nous refusons la tricherie. Parce que déjà, Denis a travaillé au mécanisme de suivi des accords en 2019. Il était là, il a même était à la base de l'élaboration avec le professeur Jean-Luc Sambo et les autres. Ils étaient à la base d'un journal qu'on avait produit pour préparer les élections en 2023. Donc, il était le candidat déjà de ce parti délimité depuis 2019. Vous dites que Denis Kadima était le... Mais c'était la pièce maîtresse. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui les candidats de vie et de mort pour les partis délimités. Et vous le voyez comment il est en train aujourd'hui dans la machination, comment on les prépare aujourd'hui à devenir coûte que coûte
et vous dites que non, on a composé une commission UDPS aujourd'hui. C'est cette commission-là qui n'est pas paritaire ni mixte. C'est une commission UDPS d'après vous? Oui, mais comment? Parce que même, écoutez, aujourd'hui tu vas, l'église catholique refuse de s'inscrire dans les schémas. L'église SSC refuse de s'inscrire dans les schémas. Vous n'avez pas répondu. Vous revenez encore sur le même fait. Je vous ai posé la question de savoir. Lors de l'entérinement de Rossar Malonda, l'église catholique était opposée. La majorité FCC cache de l'époque avait entériné. Est-ce que ce n'est pas le même tableau qui arrive? C'est le même tableau qui arrive. Mais vous n'avez pas raison de condamner l'UDPS. Mais j'ai dit ceci. Ou ceux qui soutiennent Attendez. Mais le président de la République avait demandé de surseoir ces dossiers. Comme c'est le même tableau, moi je pense que non, il faut recourir à la sagesse. Il faut rassembler les gens. Il faut parler avec les gens. Pour arriver à mettre en place des gens capables de pouvoir nous faire sortir des élections apaisées, des élections crédibles, des élections transparentes. Et c'est ce que nous voulons. Parce que déjà, lui, il est contesté par l'ensemble de notre population, l'ensemble des églises. Tu vois, la majorité des églises. L'église catholique est surplantée ici à travers toute la République. Il n'est pas en comparé à l'église, à la petite église de 500 personnes de Dodokamba à Lemba, qui n'a même pas de succursale dans des provinces ou même dans les 24 communes ici. Où les messieurs sont en train d'attiser le feu. Il nous reste très peu de temps. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Nous nous demandons à la sagesse. Vous avez dit à un certain moment ici, ce n'est pas une question de glissement que la population est en train d'attendre. Toutes les décisions que nous sommes en train de faire, c'est de créer, c'est de créer de la sécurité au niveau de la tête, de nos têtes. C'est de créer l'incertitude pour que les investissements ne puissent pas venir s'installer en RDC. On crée de l'incertitude pour rien. Mais si le gouvernement était préoccupé par les problèmes sociaux, mais cette question-là peut se résoudre dans une semaine. Si le président aujourd'hui, il s'attelait à rassembler les gens et d'abord à contacter les gens sur cette problématique qui est cruciale. Une problématique des élections, on ne les prend pas à la légère comme nos amis sont en train de prendre. C'est bien, et quand ils disent que non, c'est leur candidat, Denis Kadima, est candidat de vie et de mort. Ils l'ont dit à qui? Ils le disent à travers leurs canaux, leurs canaux médiatiques. Laissez-moi vous poser cette question, monsieur India Omari. Si l'Assemblée nationale, où on trouve la majorité Union Sacrée, arrivait à entériner la désignation de Rossar Malonda comme président de la CENI, quelle serait l'attitude du PPRD? Mais Rossar a été entériné, n'est-ce pas? Mais quelle était l'attitude du président de la République? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous pensez que le président va suivre la même voie? Mais j'ai dit ceci, mais on va voir dans sa bonne foi. Je t'ai dit tout à l'heure que non, la politique est l'acte de bonne foi. On va voir. Est-ce que vous êtes sûr que les parlements... sur la bonne foi du président? Non, j'ai dit ceci. Est-ce que vous êtes sûr que le Parlement va entériner? Au cas où elle le fait. Mais vous êtes encore dans la supposition. D'ailleurs, pour Malonda, c'était plus rapide. Aujourd'hui, je vous dis, même au niveau de la majorité présidentielle, il y a déjà l'ensemble en général qui refuse de s'inscrire dans cette logique. Donc il y a déjà un problème. Il y a d'autres partis, d'autres députés qui disent que non, nous n'allons pas faire un choix qu'on nous impose. Il y a déjà un problème à ce niveau. Je crois que non, le forcing des citoyens Bosso n'est pas permis dans un pays comme le nôtre. Quand il est en train d'arracher d'une manière brutale la parole à ses collègues. Mais c'est rabaissant. Voilà, c'est rabaissant par exemple, pour une maison ou un temple de la démocratie. Quand vous venez, vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous dites que non, nous sommes ici, c'est pour appliquer la vision du président de la République. À l'Assemblée nationale où on exige la dialectique. C'est-à-dire, leur Assemblée nationale aujourd'hui est devenue une caisse de résonance. De qui? Écoutez, il faut poser cette question. Soit pour vous. Il faut poser. Maintenant, quand il y a déjà
quand il y a déjà une caisse de résonance au niveau de la Cour constitutionnelle, il doit y avoir encore une autre caisse de résonance au niveau de la CENI, caisse de résonance au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous êtes en train de créer quel État? Nous, à notre époque, pendant 18 ans, on a été avec Kengo Adondo, qui était au Sénat comme opposant, et qui a joué son rôle, en toute indépendance, à toute quiétude. Voilà, rappelez-vous de quand on voulait réformer pratiquement, ou on voulait changer la Constitution en 2015. Voilà, vous vous rappelez là l'époque de Kengo ou Adondo. Je rappelle que je reçois pour vous dans le cadre de cette émission Journal Hebdo, Monsieur India Omari Force. Je rappelle qu'il est ancien directeur général de plusieurs entreprises en République démocratique du Congo, communicateur du Front commun pour le Congo, cadre au PPRD. Il siège même au bureau politique. Merveille Vangou, il nous reste très peu de temps. On va prendre l'élément sur les députés provinciaux et un autre sur l'affaire Bombay et la deuxième audition des responsables de l'état de siège. Pour commencer, nous allons d'abord prendre dans un premier temps, avant de chuter définitivement, cet élément sur les députés provinciaux. Les différents députés provinciaux de la République démocratique du Congo ont manifesté le 25 août dernier devant le ministère des Finances pour réclamer les arriérés de salaire de 10 mois. Jean Bosco Ansamba, élu de Bunia, joint ici au téléphone par Santa Tanganyika, présente les difficultés auxquelles les élus de Bunia, principalement les élus provinciaux à travers tout le Congo, font face. Suivez cet élément de Santa Tanganyika et nous allons nous retrouver juste après. Merveille Vangou. Nous sommes dans ce cadre-là d'un paiement d'émoluments venant de Kinshasa. Ça fait déjà 10 mois, je crois que 10, parce que c'était 11 moins 1, ça reste 10 mois que le gouvernement nous doit. En plus de cela, même dans le cadre des subsides, c'est-à-dire l'ordre de salaire provincial, ça fait 3 mois que nous sommes aussi impayés depuis l'état de siège. Je crois que c'est ça la réponse facile que je peux vous donner pour le moment. Bon, ça c'est un problème très difficile à notre niveau parce que nous sommes députés. Nous devons vivre de nos émoluments et de nos subsides. Bon, comme ça ne vient pas, ça nous bloque d'ailleurs. Et puis nous sommes dans l'état de siège. Il y a des complications là terribles pour les autres députés provinciaux qui avaient pris bagage même des rentrées dans les fins fonds des villages là où ils étaient élus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les capacités de payer les loyers ici à Bunia sur place. Ils ont les capacités aussi de nourrir et de nourrir leur famille. Ça crée vraiment des problèmes. Et pas plus que 3 jours, il y a l'aide de notre député qui a été déguerpi de la maison faute de paiement. Vraiment, ça nous rend ridicule. Ce n'est pas quelque chose à tolérer. Si les ministres des Finances m'écoutent et les ministres des Budget, qu'ils fassent quand même le plus rapidement possible afin de nous payer, afin que nous puissions vraiment jouir de notre bonheur. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup, Merveille Vangou, pour cet élément. Vous avez suivi tout à l'heure l'impayement. L'impayement, on l'a hérité de Joseph Kabila. Non, mais ils ont monté au créneau ici pour dire que non, mais il y a eu un recouvrement, mobilisation des recettes. Pourquoi on ne paye pas les députés? Où est la caisse des péréquations que nous... Vous savez, Kabila a beaucoup fait en termes de réformes. Vous vous réjouissez quand même de l'échec? Non, mais on ne se réjouit pas. Nous sommes en train de ces quelques couacs qui arrivent quand même au pouvoir de... Nous avons un budget de 3 milliards 300 ou 3 milliards 400. Déjà, c'est plus que la moitié va dans les budgets de rémunération. C'est-à-dire 2 milliards 700 qui va dans les budgets de rémunération. Et le gros, la moitié de 2200 là, donc 1 milliard 700 va dans les gros, dans les institutions, la présidence de la République, les parlements et les autres, les cours et tribunaux. Et le peu de salaire, c'est aux députés, aux fonctionnaires de l'État. Est-ce que c'est la raison pour laquelle cet impaiement est la raison pour laquelle les députés se rabattent sur le gouverneur? Mais au fait, des motions tempestives. Vous avez tué les institutions locales et vous les avez mis dans les conflits. Mais aujourd'hui, regarde ce qui se passe.
Quand Lualaba commence déjà à venir chercher l'argent ici à Kinshasa, au moment où c'est Kinshasa qui allait chercher l'argent au Lualaba. Je rappelle que le gouverneur du Lualaba est ici. Il a fait des réformes, il a commencé à faire démarrer les Lualaba. Vous les bloquez ici, vous ne voulez pas qu'ils travaillent. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vivre ce qui se passe. Il y a plus, on ne parle plus de développement. À Tanganyika, la même chose, avec Zoé. Vous l'avez frappé d'une manière sentimentale. Vous avez pris des décisions de votre manière. On a accepté. Il est mieux de dire le pouvoir, quand vous dites vous là, les gens risquent de se perdre un peu. Non, mais c'est pour vous dire ceci que non, langage. Les troubles, les désordres qui a quitté Kinshasa, qui a atteint pratiquement les institutions locales. Aujourd'hui, il y a difficulté de se concentrer. Qui est le maître de ces désordres? Attendez, vous les connaissez? Vous les connaissez? L'économie doit être basée sur la production, sur les productions locales. Quand vous tuez déjà la production locale, vous n'arrivez pas à promouvoir la production locale. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les députés ne sont pas payés. Vous vous contentez ici, même ceux de Kinshasa. Toi, tu as dit 10 mois. Il y a les députés là de Sidou Bangui. C'est 16 mois, 18 mois. C'est du Sankourou. On n'en parle pas. Les Sankourou ne marchent pas. Et ailleurs, les choses que nous sommes en train de vous dire actuellement, c'est quoi? Vous avez créé les désordres. Vous subissez les conséquences de ces désordres. Vous cachez derrière vous parlez. Qui est ce vous? Mais vous les connaissez. Toute la République sait qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Qui est à la base des désordres que nous sommes Et les désordres continuent. Vous êtes en train de vivre ces désordres. Très bien. Alors, regarde, quand vous regardez les films là de notre jeune frère qui a fait le meeting à Massina, Prince Epenge. Mais les gens là, ils n'ont pas d'emploi. Il y a même, lui, il ne se bat pas seulement pour ces gens-là. Même les gens qui sont à l'IDPS là-bas, s'ils avaient le travail, ils devaient se préoccuper d'autre chose. Moi, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui est en train de voyager dans un avion, là, jet ou quoi, tout ça, en train de... Les déchantres de l'IDPS. Oui. Vous parlez de Jules. Mais il va faire du théâtre avec l'argent du trésor public. Il a dit la remise et reprise au sommet de l'État se fera avec Oui, ça c'est ce qu'il a dit. Mais la remise et reprise, c'est en janvier 2024. Très bien. Là, nous allons... Pour vous dire, monsieur India Omari, travailler au lieu de faire... Là, je suis en train de dire au ministre des Finances... de décanter la situation. J'ai beaucoup de respect. J'aime beaucoup. Qu'il doit... Là où il est, il ne doit pas parler beaucoup. Il doit... C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que les gens de la communauté internationale viennent dans votre bureau pour vous féliciter. Ces gens-là, même si vous ne travaillez pas bien, nous étions habitués à eux. C'est la diplomatie. Ils vont venir, non, mais vous êtes bien, tout ça. Dis-moi, tous ces ambassadeurs-là qui visitent le ministre et les DG, quel est l'ambassadeur a déjà dit dans ce pays que non, bon, vous ne travaillez pas, bon, je viens de sortir de l'audience, mais ce local-là, au fait, il ne travaille pas bien, c'est comme ça que moi, Très bien. Alors, nous allons petit à petit, nous allons prendre l'avant-dernier. D'ailleurs, les mois ici, je crois que non, la DGI va chuter. La DGI, si elle était montée, c'est parce que Glencore a mis suffisamment de l'argent. Je crois que non, ces mois ici, il y aura... Et nous allons aller jusqu'au mois de décembre. Il y aura un problème comme ça. Et pour arriver à résoudre même le budget de fonctionnement et le budget d'investissement qui posent encore problème aujourd'hui. Vous voyez, les chantiers, tous les chantiers que nous avons laissés étant en veilleuse. Très bien, monsieur India Omari. Force... Je rappelle qu'il nous reste très peu de temps. Nous allons prendre Merveille Vangou, l'avant-dernier élément de cette édition du journal Hebdo, la deuxième série d'auditions des responsables de la gestion de l'État de siège a commencé le mardi 24 août à la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale pour ce volet financier. Le ministre Nicolas Kazadi a répondu aux préoccupations des élus nationaux sur la chaîne des dépenses liées à la gestion financière de l'État de siège. Pour plus de détails, suivez cet élément de François Lokola.
2 semaines après le passage des autorités administratives et sécuritaires de l'état de siège à la commission défense et sécurité, l'heure de l'audition des autorités sur l'aspect financier de l'état de siège a sonné. Devant les élus nationaux, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a étalé la manière dont le gouvernement congolais a financé jusqu'à ce jour les actions liées à l'état de siège. Nous avons fourni quelques éclaircissements souhaités par la Commission en ce qui concerne le décaissement des différents montants qui ont soutenu l'état de siège et plus généralement nous avons donné des éléments de réponse aux préoccupations des députés sur tout ce qui concerne la manière dont nous gérons la chaîne de la dépense en ce qui concerne le secteur de sécurité. De son côté, l'honorable Bertin Mobonzi, président de la commission, rappelle ici l'importance de cette deuxième série d'auditions suit l'évaluation de l'état de siège avant la présentation du rapport final à la plénière sur la gestion de l'état de siège. C'est une deuxième série d'auditions que nous poursuivons au niveau de la commission. Et c'était important parce que c'est maintenant pratiquement l'aspect financier de l'état de siège qui est en train d'être évalué à ce stade. Aujourd'hui, nous recevons le ministre des Finances et les jeudis, nous allons recevoir le ministre du Budget. Et ça va nous permettre d'avoir une idée assez claire sur le fonds alloué à l'état de siège, la chaîne de dépenses, comment tout cela a été géré pour l'efficacité au fait des opérations à l'est de la République. Notons que l'évaluation de la gestion de l'état de siège a été recommandée par les députés nationaux élus de provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des entités concernées par cette action décrétée depuis le mois de mai dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à l'insécurité chronique qui gangrène cette partie du pays. Voilà, après plusieurs prorogations de l'état des sièges décrétés dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri, l'heure est à l'évaluation financière. C'est une opération de routine. Là, au moins, le gouvernement et l'Assemblée nationale sont dans le bon par rapport à l'évaluation de cet aspect financier. Est-ce que ça tombe à point nommé? Est-ce qu'il fallait commencer par l'évaluation financière, en passant par la politique et sécuritaire, ou est-ce que vous pensez que c'est fait dans les normes telles que l'exigent les lois du pays? Non, moi je crois que non. Ce qui était plus important, c'était de mettre en place la loi sur la modalité pratique de l'état de siège et l'état d'urgence. On devait commencer par cette loi-là. Parce qu'il y a un vide juridique aujourd'hui. Nous sommes en train de naviguer à vue par rapport à ça. Et là, on devait contrôler. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les gouverneurs militaires, au lieu... en fait, ils ont un grand travail. Ils doivent se préoccuper sur les taxes et les impôts, la récolte des taxes et des impôts. Au même moment, ils s'engagent à la guerre. Moi, j'aurais même souhaité à ce qu'on puisse circonscrire les endroits où la guerre va, l'état de siège va être en fait délimité pour permettre à ce que les En dépit du fait qu'on a ciblé des provinces, vous auriez voulu que l'on puisse circonscrire aussi certains coins dans lesquels on laisse trouverait l'administration jouer de son rôle. Parce que, regarde ce qui se passe aujourd'hui, le gouverneur est loin de ses administrés. Et parfois, il est loin de la question sécuritaire. Quand il vient à Goma, et la question c'est au-delà de Beni, à Loubiria par exemple, en fait, dans les blocs par exemple, bloc 5, qui sont loin, en fait, la question est à Djougou par exemple. Djougou, Bounia, vous allez faire au moins plus de 45 minutes par vol d'oiseau. Tu vois? Et il les gère, les gens l'attendent pour chercher à promouvoir la province en termes d'investissement, mais il est au fond de la guerre. Donc cette question devait être étudiée d'abord en amont. Ça devait être étudié en amont pour permettre l'efficacité. Je donne un exemple de ce qui vient de se passer. À l'issue de l'audience avec les gouverneurs, M. Amer Mbingwa, Nzita,
Ambassadeur américain. Mais il très populaire en RDC. Il s'appelle gouverneur général ou quoi. Il s'appelle Bingwa aussi. Il dit, non, mais écoutez, la section, parce que ça s'appelle aux États-Unis, ici chez nous, au Congo, la section est déterminée par 12 personnes. Aux États-Unis, la section est déterminée par 14 personnes. Bon, une section qui est déployée. Bon, je ne sais pas s'il a eu l'autorisation américaine ou pas, je ne connais pas. Du Sénat américain ou pas, je ne connais pas. Mais il dit ceci. On nous a appris ici, à la même audience, le monsieur Amer avait dit que non, bon, ce sont des gens qui sont venus aux côtés des gardes des parcs et aux côtés des éco-gardes, donc les non-rangers, et ils vont aller renforcer les FARDC. Mais hier, au fait, à l'issue de cette audience, il dit non, ils ne sont pas venus pour traquer. Qui a dit ça? Amer, ils ne sont pas venus pour traquer les ADF. Ils sont venus pour échanger leur expérience. Avec les FARDC. Échanger leur expérience. Au même moment, ils se retrouvent dans les parcs. Ce qui n'est pas une mauvaise chose aussi. Non, attendez. Entre armées, l'état de camp, l'armée la plus puissante du monde. On a proclamé l'état de siège. Ou un transfert de compétences à l'armée congolaise. Ce qui est quand même une chose extraordinaire. Chers frères, ça c'est une litanie. Nous sommes dans la pratique. On a proclamé l'état de siège. C'est pour traquer les ADF. C'est pour traquer les groupes armés. Quelques jours après, on crée la réinsertion. D'abord, le gouverneur dit que non, ben écoutez, la plupart des gens que nous arrêtons sont nos frères. Ils sont nos frères. Ils sont pas. Ils ne sont pas de cette rébellion. En fait, ce sont des frères. Voisins. Ce sont nos frères. Ce sont des frères. Mais au même moment, aussi faux. Au même moment, non, ils sont. Certains sont nos frères. L'état de siège a été décrété a été proclamé pour traquer les ADF. Et non pas pour réinsérer. Ces gens-là qu'on vient d'arriver, qui sont nos frères. Vous êtes contre la réinsertion sociale excusez. Des rebelles. Attendez. Mais ils sont là. Nos forces armées sont pour traquer. Vous avez suivi la communication du ministre Mouyaya et du porte-parole de l'armée et de la police au début. Parce que c'est ça le problème. Ici chez nous, nous prenons des choses, on n'a pas des archives, on ne veut pas recourir aux archives. Cette communication était centrée pour ça. C'était une armée qui va pour anéantir, pour mettre fin les ADF. Les groupes armés. Ce n'était pas pour réinsérer les gens qui nous font du mal. Mais on crée une commission de réinsertion de ces mêmes gens qui vont encore retourner là-bas. Selon vous, on aurait dû faire quoi? Mais la mission, elle est claire. Si elle change au cours des périodes et des objectifs, tant mieux. La mission, elle est claire. Si cette armée arrive, cette section, d'ailleurs c'est une section, elle est arrivée, elle doit aider au FARDC à traquer les ADF. Et en finir définitivement. Vous savez, cette histoire de l'Est, hein, pour finir, oui, rapidement, il faut que le président de la République et nous, populations, les gouvernants, que nous ayons un même entendement. La guerre, elle est exogène. Elle n'est pas une guerre qui est créée par nous. Et ça, c'est d'abord l'entendement. C'est-à-dire, nous avons un problème aujourd'hui. Deux problèmes. On n'a pas la même définition de la guerre. On n'a pas la même définition de la guerre à l'Est. Chacun s'est fait une idée de la guerre à l'Est. C'est du terrorisme qui se passe là-bas. Et pour arriver à mettre fin au terrorisme, comme Amer avait dit, comme vous aussi, vous l'avez dit à l'époque. À l'époque, même si on ne nous a pas compris, il faut traquer. Les États-Unis doivent nous aider. S'ils nous aiment, si Amer nous aime aujourd'hui, ils doivent lever 2 embargos pour mettre fin à cette guerre. Le premier embargo, c'est l'embargo financier. Il faut que la RDC devienne comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. La RDC n'a que des facilités financières que vous avez avec, si nous voulons aller chercher l'argent, on nous donne les acomptes de 100 millions. Qu'est-ce que ça va faire? On saupoudre. On doit avoir aussi la capacité d'aller prendre, par exemple, un crédit de 80 milliards, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, pour faire les tramways, pour faire tout ce que... Deuxième levée d'embargo. Il faut qu'on lève cet embargo financier qu'on nous a imposé par les États-Unis. C'est le premier. Deuxième, pour terminer la guerre à l'Est,
Parce qu'une puissance, c'est par la capacité de son armée et la capacité d'acheter les armes. Non, pas de son armée et la capacité contributive au niveau des organismes internationaux. Nous devons aller directement acheter les armes. On doit lever l'embargo sur l'achat des armes. Parce qu'il est inconcevable que les pays qui nous attaquent, les pays qui sont tenus, qui nous attaquent, les uns, par exemple, l'Ouganda aujourd'hui, c'est le premier pays qui fabrique les armes et les munitions. En Afrique. En Afrique. Dans cette partie septentrionale. Mais nous, on ne fait rien. Nous, on n'a pas la possibilité d'acheter. Nous, on n'a pas la possibilité d'acheter les armes. Mais nous voulons faire la guerre avec quelqu'un qui produit les armes sur place. Ça sera impossible. Les Américains en mer. L'ambassadeur en mer. L'ambassadeur en mer. Oui. Si vous nous aidez, vous voulez nous aider. Levez ces embargos. Battez-vous, levez ces embargos. Vous allez voir les deux embargos. Nous avons des potentialités que nous pouvons créer à une valeur ajoutée si nous avons des capitaux. Le message est passé. Si on nous donne aujourd'hui l'accès d'avoir des financements partout où on voit, même en Chine, nous avons des potentialités, des minéraux. Les gens vont venir rapidement et ils vont nous donner l'argent. Deuxièmement, si on nous donne les armées, l'arme, parce que tout ça fait, nous avons une meilleure armée. Kabila a laissé cette armée à la 7e justement place. À propos de Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous sommes à la 11e place. Force India au Mali, justement à propos de Joseph Kabila, qui a, comparativement à Félix Tshisekedi, qui d'aider a eu des approches meilleures par rapport à la gestion de la guerre à l'Est. Réponse est claire et précise. Mais je crois que il n'y a pas. Faisons un rapprochement. Qui d'aider a eu des meilleures approches. Non, mais il ne faut pas comparer. Moi, je n'aime pas comparer. Kabila était militaire. Il allait de temps en temps. Il était militaire. Félix aussi est allé. Oui, il est allé. Une fois. Il est allé. Je suis en train de dire ici, il faut qu'on ait les mêmes entendements. Oui, mais là, vous le l'avez président dit. Félix... Là, vous l'avez dit. Là, vous l'avez dit, on a compris. Le président Félix était dans l'opposition. Il est devenu aujourd'hui président de la République. Je crois que, au fur et à mesure, lui-même a dit que non, il a compris beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Vous avez refusé visiblement de répondre à ma question sur non, moi je ne vais pas aujourd'hui. Je vais pas. C'est lui qui a eu les meilleures approches. Mais Kabila avait déjà dit. À l'entendement de la guerre. Kabila avait déjà dit. Non, attendez. Kabila avait déjà dit à l'époque que cette guerre-là, elle n'est pas la nôtre. Elle est une guerre asymétrique. Elle est une guerre, c'est du terrorisme. Voilà. Et Kabila, souvenez-vous, il a anéanti SNDP, il a anéanti... On ne va pas refaire l'histoire sur ce plateau. Oui. Excusez-moi, monsieur India Omari, on ne va pas refaire l'histoire sur ce plateau autour du bilan de Joseph Kabila. Visiblement, vous n'avez pas répondu à ma question. Nous allons prendre les tout derniers éléments. Répondu, je ne veux pas on va chuter. Je ne voulais pas, pour le moment, écoutez, comme c'est une question sécuritaire... Vous vous réservez quand même. Hein, je me suis dit, au moment où Kabila nous a dit de soutenir notre armée. Tshisekedi aussi l'a demandé. Il l'a demandé. Est-ce que vous l'avez soutenu? Je ne suis pas là pour... Est-ce que vous l'avez soutenu? Vous qui avez quand même l'expérience. Quand je vous dis, par exemple, pour sortir, il n'y a pas un autre mécanisme de sortir de cette guerre à part les deux solutions que vous avez proposées. Maintenant, on va aller en société. Merveille Vangou, c'est le tout dernier élément de ce journal hebdo de la semaine qui est revenu sur plusieurs sujets. Affaire Bombay à Kinshasa, la police nationale congolaise vient de démanteler une industrie de fourniture de cette drogue toxique détenue par les sujets tunisiens. Selon nos sources, environ 100 personnes ont été interpellées et une quantité importante de substances est saisie et présentée au gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila Mbaka, c'était le jeudi dernier. Marcelo Kalenda pour de plus amples détails. Après plusieurs interpellations des médias sur le phénomène Bombay à Kinshasa qui a bénéficié de l'attention des autorités du pays, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a même au cours du dernier Conseil de ministres chargé une commission du ministère de la Santé spécialisée à étudier la toxicité de cette substance
extraites des tuyaux d'échappement des voitures IST. Usant des renseignements militaires, la police nationale a identifié une bande de fournisseurs en Ngaliema. Un coup de filet réussi pour la police qui a rencontré une sorte d'industrie de cette matière détenue par 3 Tunisiens. Une quantité importante a été retirée des mains de ces hors-la-loi et un nombre important d'utilisateurs a été arrêté et présenté à l'autorité provinciale Gentini Ngobila avec des recommandations à l'appui. Bon nombre de dealers jouissent de bonne fortune qui les permettent de se soustraire de la justice par la corruption. Nous nous permettons de solliciter auprès de votre autorité un appui financier pour nous aider au recrutement des informateurs. Ces Tunisiens affirment travailler sur ce catalyseur, pièce automobile utilisée pour diminuer la pollution des véhicules depuis quelques années qu'ils en exportent vers l'Allemagne. À l'endroit des dealers, le gouverneur a trouvé des mots justes pour leur cas. Et puis, Bana, na moni mingi santé c'est baby, likona bino. Au lieu de baby sakaba, Banawa, l'État doit prendre au sérieux cette affaire pour en finir une fois pour toutes, car c'est tout un avenir juvénile qui est hypothéqué. Voilà, des retours sur ce plateau du journal hebdo de la semaine India Omari. Vous avez suivi cet élément de Marcelo Calenda qui est revenu essentiellement sur ce phénomène des substances toxiques qu'on appelle communément bombées, des sujets tunisiens impliqués par rapport à cette mafia. Juste un mot avant que nous ne clôturions cette émission. Bon, j'ai trouvé, en suivant la vidéo, il y a du sensationnel, c'est un peu compliqué. Il y a une faute de part et d'autre, de part des gouvernants, de part des gouverneurs et les encadreurs de la jeunesse aussi, qui font partie. Donc la faute, regarde quand vous voyez la vidéo, là, vous regardez la vidéo, vous observez la vidéo et vous voyez la manière dont la police... Je crois que non, il faut former cette police, elle n'est pas encore professionnelle. À un certain moment, elle était dans une ligne. On ne vient pas. Et puis vous journalistes, c'est les Tunisiens. Vous ne voyez pas les autres. Il n'y a pas de Congolais là-bas, c'est les Tunisiens. Pour s'installer, comment ils sont arrivés? Quelle est la place du ministère de l'Environnement, ministère provincial de l'Environnement? Ces gens-là, si vous allez... Beaucoup de leçons viennent aujourd'hui de votre part. D'ailleurs, vous avez été à la gestion. Attendez. Quand vous regardez les films, mais ils sont soupçonnés, même s'ils sont... Il n'y a aucun jugement qui est sorti. Vous les filmez comme ça. C'est contre la question des droits de l'homme. C'est ça la police que nous sommes en train de vivre. Depuis un certain moment, ils n'ont pas, au fait, même quand on prend les Koulouna, comme ils les prennent, un jour on peut surgir ces dossiers-là. Même en 2024, même en 2025, même en 2026. C'est pas comme ça à regarder quand on arrête les gens avant les jugements. On ne les filme pas comme ça. C'est une faute, c'est une infraction même. Mais s'il arrivait que non, ces gens-là, ils sont innocents demain. Vous allez les dédommager? Non, venez, vous faites un travail professionnel, vous les conduisez. J'ai été au Cameroun. J'ai vu la police camerounaise, surtout la police des brigades et la police routière camerounaise. Il n'y a que des femmes. On les forme, on recrute il y a un critère de recrutement. On les met sur la route et on les contrôle. Il y a trop de brutalité. Directement, on vient, on arrache les téléphones, on prend de l'argent. Ça ne donne pas une bonne image au niveau international. Ça fait partie de la question, c'est une question des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers, nous sommes en train de descendre. Et l'image du pays est mise mise en danger. India Omari, oui. Un message pour la jeunesse qui s'adonne à cœur joie à se droguer par rapport à cette matière. Non, je voulais juste une proposition. Allez-y, rapidement. Que les gouverneurs se mettent directement en contact avec les ministres de la jeunesse nationale.
il va avec les leaders d'opinion, des jeunes, tous nous allons essayer de mettre en place, parce que c'est bien de s'attaquer à ça, mais il faut s'attaquer à la cause. S'il y avait un plan d'assainissement qui est structuré dans la ville de Kinshasa, tous ces jeunes-là devaient être recrutés dans les balayages, dans l'assainissement de la ville. Au début, nous avons dit que certains sont interpellés et se trouvent présentement à Kanyamaka CC. Mais il faut commencer par se poser la question, diagnostiquer un État, ou des États même généraux, mettre en place pour ça. Très bien. Et voir dans la mesure... Ces jeunes-là que vous arrêtez, je l'ai dit ici, vous ne les arrêtez pas pour aller rester à Kanyamaka. C'est parce qu'ils nous sommes arrivés à la fin. Ils vont toujours rentrer ici. Il faut leur trouver un métier, une solution alternative pour qu'ils ne reviennent plus. Voilà la différence entre vos prisons que vous êtes en train de crier ici. Oh non, on a arrêté Teni, on a arrêté Teni, on a arrêté tel, on va arrêter demain. Il est temps de revenir sur le dossier Teni Longondo. Ça, c'est le centre de rééducation. Si vous allez là-bas, il ne faut pas que vous sortiez encore plus bandit que hier. Si vous en repartez là-bas, si vous avez volé l'argent de l'État, il ne faut pas que dès que vous allez retourner à la fonction publique, vous deveniez encore plus pire. Merci beaucoup. Merci. C'est ça ce que nous devons commencer à faire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Mais apparemment, l'État actuel, l'État n'a pas de vision. Il n'y a pas de boussole dans ce pays. Voilà comment nous sommes en train de... Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Force India Omari, merci d'avoir répondu à notre invitation. La boussole n'existe pas. Donc il faut trouver une direction pour amener ces pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est important. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que je recevais pour vous India Omari Force. Il est ancien directeur général de plusieurs entreprises en République démocratique du Congo, communicateur et cadre du Front commun pour le Congo. Il siège au bureau politique du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à notre directeur général Louis-France Kouzi. Cette émission a été réalisée par Merveille Vangou. Derrière les caméras, il y avait Joël. Et à la régie finale, nous avions notre ami Azer. Cette édition est arrivée à la fin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.